Bonjour à tous, sujet du jour, comment savoir si on a une bonne génétique pour la musculation? L'ancien Mister Olympia, Dorian Yates, dit avoir passé 142 kilos lors de sa première tentative au développé couché à l'adolescence. Brian Dobson, le propriétaire du légendaire Metroflex Gym à Arlington, au Texas, raconte sa première rencontre avec Ronnie Coleman, futur 7 fois Mister Olympia. Il dit que Ronnie n'avait pas assez d'argent pour se payer un abonnement dans sa salle, donc il lui a proposé un marché, c'est lui offrir un abonnement dans sa salle toute l'année, à condition que Ronnie fasse sa première compétition en bodybuilding. Pourquoi? Parce qu'il a vu tout simplement le potentiel inouï de Ronnie Coleman pour la compétition. Le plus ironique dans tout ça, c'est que Ronnie Coleman, jeune homme à l'époque, était déjà énorme et sec naturellement, mais ne savait même pas comment s'entraîner, et c'est Brian Dobson qui lui a concocté son premier programme d'entraînement, qu'il a gardé ensuite toute sa carrière. Autre anecdote amusante sur le facteur génétique chez les professionnels, le préparateur américain Justin Harris raconte sa première rencontre avec Steve Kuclo, futur IFBB Pro. Donc Steve a 17 ans à l'époque, il fait déjà 100 kilos secs, mais ne sait même pas comment s'alimenter correctement pour prendre du muscle. Il demande s'il doit manger du poulet ou autre chose. Et ce qui est assez amusant, c'est que même après 10 ans de produit, certains ne sont toujours pas à 100 kilos secs. Quand on voit Chris Bumstead, même pas encore en âge d'avoir son permis de conduire et déjà beaucoup plus massif que ses camarades de classe, on sait qu'il était destiné à briller. Sans compter ses performances à la salle qui étaient déjà impressionnantes, quel que soit l'âge. Quant à Arnold Schwarzenegger, il était déjà plus balèze après un an de muscu en bouffant des nouilles et des escalopes viennoises que les trois quarts des mecs que je vois en salle de muscu qui sont là depuis des années et qui claquent 200 balles de compléments alimentaires tous les mois. Bref, c'est une évidence, le facteur génétique est une énorme partie de l'équation en ce qui concerne la prise de masse musculaire, mais pourquoi l'élite génétique répond tellement mieux que les autres, les gens ordinaires? Donc comment la génétique influence la croissance musculaire? C'est probablement pas ce que vous voulez entendre, mais vos progrès dépendent en grande partie de votre génétique. Souvent, quand une personne progresse naturellement plus rapidement que les autres, on dit que cette personne a une bonne génétique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le gène qui affecte les fibres musculaires en réponse à l'entraînement d'hypertrophie s'appelle l'ACTN3. Et il a deux variants, le variant RR et le variant XX. Le variant que vous avez va largement déterminer vos résultats. Si vous avez le variant RR, vous avez un ratio plus élevé de fibres rapides, une meilleure tolérance aux dommages musculaires, une meilleure activation de l'enzyme mTOR responsable de la croissance cellulaire et un risque plus faible de vous blesser. Si vous avez le variant XX, par contre, vous êtes considéré comme un hard gainer, c'est-à-dire que vous avez un ratio plus élevé de fibres lentes, donc plus d'endurance, mais vous êtes aussi enclin à plus de dommages musculaires, plus de courbatures, vous avez une production plus élevée de cortisol, qui est l'hormone du stress, un risque de blessure accru et une capacité à récupérer amoindrie. Passons maintenant en revue les autres facteurs génétiques. Premièrement, la structure. Est-ce que vous avez des clavicules larges, une taille fine, un dos en V? Deuxièmement, les insertions. Est-ce que vous avez des insertions correctes? Si vous avez un trou au milieu des pecs, par exemple, vous aurez beau faire ce que vous voulez, votre physique ne fera jamais vendre. Troisièmement, les tendons. Est-ce que vous avez des tendons robustes? Parce que les gens qui se blessent tout le temps n'atteignent jamais leur plein potentiel. Et comme j'aime à le répéter, le meilleur moyen de progresser, c'est de ne pas se blesser. Quatrièmement, la réponse à la chimie. Et oui, c'est un facteur colossal dont on parle encore trop peu. Certains se métamorphosent dès leur première cure, même en faisant n'importe quoi, parce qu'ils ont plus de récepteurs aux androgènes et plus de facteurs de croissance dans les muscles, tandis que d'autres bougent à peine, voire pas du tout, et se tapent tous les effets secondaires, avec de la tension, des furoncles, etc. C'est pour ça que d'un côté, il y a les super réceptifs, c'est-à-dire les 1%, ceux qui gagnent leur carte professionnelle après quelques années de musculation, et les autres qui, même après 20 ans de sauce magique, n'arrivent toujours pas à gagner leur catégorie à l'Open de la saucisse. Cinquième facteur génétique important, une santé robuste. C'est un point commun chez tous les bodybuilders qui réussissent. Vous pouvez avoir une structure magnifique, ça ne sera pas suffisant. Pour être compétitif au plus haut niveau, en amateur comme en pro, il faut prendre beaucoup de produits. Pour encaisser cet abus constant de votre organisme, vous avez besoin d'avoir des organes ultra résistants. Le bodybuilding de haut niveau, même en amateur, c'est très malsain, c'est la guerre chimique. Et pour un body pro qui brille sur scène, il y a 100 amateurs inconnus derrière le rideau qui ne vont jamais percer et juste détériorer leur santé sans gagner un copec. Sixième facteur, la force mentale, la capacité à souffrir dans l'entraînement ou dans la diète. Encore l'exemple de Ronnie Coleman, son préparateur Chad Nichols lui avait demandé à la première prépa Olympia s'il avait jamais triché sur sa diète, et Ronnie a complètement bugué en disant « Bah, t'as jamais mis ça dans ma diète, moi j'ai fait ce que tu m'as dit. » Alors que moi j'ai des clients, j'ai même pas encore préparé leur plan alimentaire, qui me demandent déjà « C'est pour quand le cheat meal ?» Pour certains, le cheat meal c'est même pas une option, pour d'autres, c'est une obsession. Septième facteur, la capacité à manger et à assimiler des grosses quantités de nourriture saine. Pas 1 kilo de glace, mais plutôt 1 kilo de poulet. La plupart des bodybuilders professionnels peuvent manger des quantités astronomiques de protéines animales sans se sentir mal ni rassasiés, le tout en digérant correctement.
Huitième facteur génétique, la psychologie pour la masse. C'est un terme que j'ai inventé pour cette vidéo. Depuis le temps que je suis dans le milieu, j'ai constaté qu'au-delà de la génétique, ceux qui ont vraiment un physique hors norme ont une attitude particulière. Ils aiment s'entraîner, ils n'ont pas de pensée limitante, rien ne les décourage, ils sont résilients, ils sont prêts à prendre des risques, et surtout ils savent qu'ils vont y arriver. Ils ont un désir obsessionnel d'atteindre leur objectif, et rien ne va les arrêter. Pour terminer, même si certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à développer un physique impressionnant, je n'ai encore jamais vu un individu ne pas avoir de résultats en s'entraînant intelligemment et en mangeant correctement. Donc, même si vous êtes entre guillemets hard gainer, vous pouvez évoluer du moment que vous êtes constant dans vos efforts et que vous expérimentez suffisamment pour trouver la diète et l'entraînement qui vous conviennent personnellement. Dans tous les cas, mettez un point d'honneur à optimiser la génétique donnée par vos parents.